Comme je disais, je m'appelle Chirac Seikamba. Je suis designer depuis quelques années. Et souvent, on m'appelle des designers. Bon, dans des amis, mes clients aussi, ils ont l'habitude de m'appeler des designers. Donc, merci beaucoup de suivre aussi avec attention ces meet-ups de ce soir. J'espère que vous allez y tirer beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt par rapport à ceci afin de vous aider à améliorer vos designs à la prochaine, afin de faire mieux. Non seulement vos designs des affiches, des flyers, mais également en termes de logo ou de mise en forme, on va en parler. Alors, c'est quoi les designs? Les designs, c'est quoi? De quoi est-ce qu'on est en train de parler, parlant du design? Nous sommes en train de, de parler de quelque chose qui permet de structurer une information et de faire en sorte que la lecture de cette information-là euh, soit compréhensible, agréable et fluide. Donc, les designs, les gens vont les prendre souvent juste comme des dessins sur l'ordinateur et tout, mais c'est un canal important pour véhiculer un message. C'est un canal comme tant d'autres, comme la radio, comme je ne sais pas, la télé et tout. Et les designs, c'est un instrument important pour faire véhiculer un message. Mais que ces messages-là soient vraiment lisibles, compréhensibles, agréables aux yeux, au regard, mais également fluides. Alors, lorsque vous voulez faire des designs, souvent, on se pose quelques questions. Avant d'entamer toute autre chose, on se pose souvent la question de savoir quel est le message que ce design va porter. Euh, à qui est-ce que je vais communiquer? Pour qui est-ce que j'ai fait ces designs? Ces designs s'adressent à qui? Parce que les designs seront différents selon la catégorie de personnes auxquelles vous avez face. Mais également poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que ces designs nous, pourquoi est-ce que ces designs nous les faisons? Dans quel but? Quelle est l'ambiance de la chose? Quelle est l'ambiance de l'activité, par exemple? Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser avant de faire une affiche. C'est quoi les valeurs de cette entreprise? Pour ne pas mettre de choses qui ne correspondent pas euh, par rapport à cette entreprise-là. Par exemple, si c'est un design de l'église et que vous mettez par exemple, de filles qui ont une tenue qui n'est pas adéquate, les valeurs de l'église déjà seront mises en jeu. Donc, tout ça, ce sont les différentes questions sur lesquelles vous devez avoir des réponses pour, euh, pour commencer à un design quelconque. Alors, le, le sommaire de ce que nous serons en train de partager ce soir, nous allons parler de la couleur. C'est quoi la couleur? Parce que si vous remarquez bien, il y a des gens qui font du design, tu te dis, mais celui-ci, comment il a mélangé les couleurs? Donc, il n'y a pas l'harmonie des couleurs. Il ne comprend pas la psychologie des couleurs. Nous allons parler de la typographie, les textes. C'est quel typo il faut utiliser. Nous allons également parler de, nous allons également parler de l'hiérarchie visuelle. Sur quoi est-ce que vous voulez centrer la personne qui va voir
votre visuel. On va parler aussi de l'identité visuelle. On va voir quelques cas et puis nous allons peut-être à la fin faire une ou deux exercices. Alors, je m'excuse pour continuer. Nous allons commencer par rapport à la couleur. La couleur. Alors, je voulais commencer en parlant de la couleur avec les cercles chromatiques. Les cercles chromatiques nous permettent de distinguer plusieurs choses, notamment les différentes couleurs qui sont soit, donc les couleurs, comment dire, les couleurs sont groupées en deux classes différentes. Une classe par rapport à, à leur composition, si c'est une, deux ou trois dans une couleur, et une autre par rapport à son éclat, si on peut le dire comme ça. Donc, il y aura des couleurs primaires qui sont le bleu, le rouge et le jaune. Alors, le rouge, souvent, on va l'appeler aussi magenta dans certains cas. Le bleu, on va l'appeler cyan. Alors, le, les couleurs secondaires, ils sont obtenues grâce à un mélange de deux couleurs primaires. On va avoir par exemple les verts qui sera un mélange du jaune et du bleu. On va avoir l'orange qui sera un mélange du jaune et du rouge. On aura par exemple un violet qui sera le mélange du rouge et du bleu. Mais en sachant qu'il y a des proportions que nous serons en train de voir après par rapport à cela. Alors, il y a aussi des couleurs qui sont dites tertiaires. Ce sont les mélanges d'une couleur primaire et une couleur secondaire. Alors, sur les cercles ici, on peut les remarquer directement. Donc, il y a ce triangle ici au milieu qui est qui est composé de couleurs primaires. Après, il y a celui-ci, le polygone ici des six côtés qui est au milieu, qui est composé de couleurs secondaires, et puis le cercle qui compose les couleurs tertiaires. Alors, il y a aussi des couleurs qui sont dites chaudes et des couleurs froides. C'est par rapport à l'éclat de la couleur qu'elles sont distinguées chaudes ou froides. Alors, nous avons tracé une ligne ici au milieu pour distinguer les couleurs chaudes le dessus et les couleurs froides juste en bas. Alors, continuons. Donc, toutes les couleurs, la sphère de couleurs, la sphère de toute couleur est composée de trois choses. Le jaune, le bleu et le rouge. Toutes les couleurs découlent de ces trois-là. Alors, continuons. Continuons. OK. Alors, nous allons parler de l'anatomie glyphérique. Désolé d'utiliser les termes anatomie, je connais aussi un peu le domaine de la médecine, donc désolé d'utiliser les termes de l'anatomie. Mais c'est pour dire la composition d'une couleur, comment est-ce qu'on peut décrire une couleur dans ce sens. Alors, il existe de nombreuses façons de nommer une couleur. Donc, par exemple, pour nous qui sommes sur l'écran, nous n'allons pas nommer la couleur de la même façon que l'imprimeur va nommer la couleur. J'ai pris un exemple ici, les bleus d'outre-mer, c'est une couleur. Il y a plusieurs bleus, mais il y a les bleus foncés, les bleus ciel, plusieurs couleurs, plusieurs bleus différents. Les bleus d'outre-mer. Sur l'écran, il y aura, nous allons les voir sous deux modes de lecture. Disons ça comme ça.
ou sous deux façons. OK? Alors, il y a les RVB. R, c'est pour rouge. V, c'est pour vert. Les B, c'est pour bleu. Alors, on met ici le code de nombre 27 11 55. Si vous avez déjà utilisé l'outil Photoshop, lorsque vous allez dans votre sphère pour par exemple, pipeter une couleur ou vous voulez sélectionner une couleur, souvent, vous allez tomber sur des chiffres comme ça. Il fallait que j'ajoute ça ici, mais désolé, je ne l'ai pas ajouté. Mais je pense que vous comprenez ça en Photoshop. Alors, il y a les codes hexadécimales. Certains vont appeler ça la couleur web. Ça commence toujours avec un hashtag. C'est souvent en bas, lorsque vous voulez choisir une couleur. Alors, l'imprimeur va voir cela différemment, on va lire cela différemment. Les CMJN pour sillon, magenta, jaune et noir. Alors, il a aussi des chiffres. Et il y a aussi Pantone qui est aussi une autre mode de lecture de la couleur. Alors, tout ça, vous allez le retrouver sur Photoshop facilement, même sur Illustrator et dans tout autre logiciel Adobe. Alors, on ne sélectionne pas les couleurs comme on veut. On ne sélectionne pas les couleurs comme on veut. Chaque couleur a une signification, forcément une signification. Les blancs symbolisent souvent la pureté, l'innocence, la richesse, la chasteté et les silences. Okay? Alors, peut-être si je trouve des exemples pour associer, par exemple, des logos comme des marques, plutôt comme Apple, utilisent la couleur blanche pour peut-être symboliser la richesse derrière. Je ne sais pas. Le noir sera beaucoup plus utilisé pour la mort, la nuit, les mystères, le silence, la tristesse, l'élégance, le luxe, surtout le luxe. Des marques comme Dior aiment utiliser ça pour marquer les luxes. Le rouge, c'est pour la passion, l'amour, la force, le danger, le, la puissance, le courage, l'action. Ceci, on va plus les retrouver. Vous allez voir au moment de la Saint-Valentin, on aime bien utiliser le rouge parce que ça symbolise cet amour-là. Mais également, par exemple, pour des signalisations en route, pour signaler un danger, on aime utiliser la couleur rouge. Le bleu, ça va symboliser le rêve, l'évasion, la paix, l'union, le froid, la plénitude, la fidélité, la justice. Alors, ici, vous allez voir la plupart des compagnies de voyage vont préférer la couleur bleue pour l'évasion. Donc, pour l'évasion au bord de la mer, ils vont préférer beaucoup plus cela pour utiliser ça. Donc, selon chaque circonstance, vous devez sélectionner une couleur qui marque cela. Le jaune, par exemple, pour utiliser la lumière, la chaleur, l'énergie, la joie, la puissance, la jeunesse, mais également la jalousie. Mais il faudra ajouter là-bas le désir. Aussi, c'est le jaune. Parce que, et c'est beaucoup plus utilisé dans la restauration parce il a été prouvé scientifiquement que la couleur jaune a, la couleur jaune, souvent, comment on dit, elle attise l'appétit. Vous allez voir des marques comme KFC, McDonald's vont aimer utiliser cette couleur jaune
pour susciter cette envie-là de l'appétit et de manger. Alors, la couleur verte va symboliser plus l'espérance. Beaucoup d'associations ici dans la ville, surtout des ONG, ils ont des logos verts par rapport à l'espérance, la jeunesse aussi, mais également la nature par rapport au parc, on est en train de remarquer, c'est là les repos, l'immortalité, la chance, l'immaturité, la jalousie également. Mais également, on a la couleur orange qui va symboliser beaucoup plus l'énergie, l'enthousiasme, le, l'enthousiasme, euh, l'imagination, la richesse et l'honneur. Et par rapport à... Alors, par rapport au violet, ça va symboliser beaucoup plus la spiritualité. La spiritualité, dans quel sens? Vous allez voir des scènes beaucoup plus comme mercredi, la série mercredi, je ne sais pas si vous connaissez, ils vont préférer mettre beaucoup de violet dedans par rapport à la spiritualité, ou beaucoup de films comme ça, la mélancolie, la connaissance, la magie, les deuils, la crainte. Anecdote dans notre culture ici, soit on porte le noir, soit on porte le violet au deuil, donc ce qui symbolise le deuil. Euh, l'autre chose, les bruns va symboliser beaucoup plus la terreur, la solidité, le confort, l'inquiétude ou l'égoïsme. Et la couleur rose va symboliser beaucoup plus la tendresse, l'amour, la pureté, la timidité et la fidélité. On va beaucoup plus préférer l'utiliser dans, dans l'amour. Alors, quelques conseils par rapport à la couleur. Euh, attention au contraste. Premier conseil. S'il vous plaît, faites attention au contraste. Ton background est blanc. Pourquoi tu veux mettre un texte qui est beige dessus? Ton background est blanc, très blanc. Pourquoi tu veux mettre un jaune qui est un peu pas clair, mais qui est cassé avec un peu du blanc? Alors, s'il vous plaît, avec les contrastes, utilisez des couleurs qui seront visibles. Vraiment, faites attention au contraste. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai écrit Siaikamba en rouge au-dessus d'un bac qui est en rouge. C'est vraiment, moi, personnellement, je vous déconseille par rapport à ça. Deuxième conseil par rapport aux couleurs. Évitez la couleur noire pure. Le noir pur, c'est pas beau. Les gens vont penser, bon, c'est beau. Non. Préférez plutôt un noir qui est beaucoup plus léger. Mais également, des fois, j'ai dit aux gens, ne préférez pas des couleurs très extrêmes, donc les couleurs qui sont très, comment on dit, très extrêmes dans le sens où c'est du rouge pur, 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 c'est du jaune pur, 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 mais préférez quelque chose qui est un peu cassé pour que ça puisse adoucir les regards des gens. Alors, pour continuer, nous allons parler de la typographie. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Si vous pouvez manifester si nous sommes ensemble pour que je voie si on est toujours ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Merci beaucoup à tout le monde qui manifeste. Merci beaucoup, Promesse. Merci beaucoup de suivre avec attention. Par rapport à la typographie, c'est par rapport au texte, par rapport au fond, par rapport à l'écriture que tu choisis. C'est ça, la typographie. Donc, par rapport à ça,
Euh, Nous allons faire aussi une petite anatomie. Je vous ai dit que j'étais dans le domaine de médecine aussi. Donc, comprenez quand je vous parle de l'anatomie. Alors, nous allons distinguer trois choses différentes. Alors, il y aura par rapport à l'empattement du texte. Donc, l'empattement du texte, il y aura ceux qui seront sans sérif et ceux qui auront de sérif. Donc, il y aura des sans sérifs et les sérifs. Les sans sérifs, c'est quoi? Les sans sérifs, je ne sais pas si nous allons voir, utiliser. Attendez. Regardez juste ici. Là, ici. Bon, prenons comme ça, prenons comme ça, prenons comme ça. Prenons comme ça. Regardez ici au niveau de F, n'est-ce pas? Regardez ici au niveau de F. Et regardez au niveau de F ici, n'est-ce pas? Vous allez voir au bout, il y a une certaine... bon, ici au-dessus, je vais utiliser un terme vulgaire pour dire, ici au-dessus, c'est pas gonflé au bout. Où il n'y a pas un motif au bout. Le bout est simple. Ça sans sérieux. Mais là où les bouts, il y a par exemple un trait comme ici sur S, où c'est un peu, il y a une petite forme gonflée, on va dire que c'est avec sérieux. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous allez préférer utiliser par rapport à cela. Donc, par rapport à l'empattement, il y a des sans sérifs et il y a des sérifs, n'est-ce pas? Par rapport à la proportion, proportion, il y a ceux qui sont étroits et ceux qui sont normaux. Par rapport à la graisse, il y a ceux qui sont réguliers et light non, beaucoup plus petits que réguliers. Light et les bold, c'est grand, un grand. Alors, pour continuer, ok, est-ce que j'ai pas ça? Attends, ok, c'est ça. Alors, il y a des familles, différentes familles. Il y a plusieurs familles et dans les familles, il y a des sous-familles où vous allez trouver deux noms, de fontes. Ok? Vous allez trouver des fontes dans ces familles-là. Par exemple, il y a les Imanes, les Mekanes, les Scriptes. Les Scriptes, souvent, on les appelle les italiques. Alors, dans les Scriptes, il y a beaucoup. Si vous allez sur des sites comme Dafont, ils vont vous proposer ça, ils vont segmenter ça en famille et puis vous allez le voir comme c'est là. Donc, il y a les Humanes, les Mécanes, les Scripts, il y a les Garagdes, il y a les Manuaires, il y a les Réals. Les Réals, il y a par exemple Thème New Roman. Je vous prie, je ne vous conseille pas d'utiliser Time New Roman dans un design. Je sais pas, peut-être c'est particulier, mais bon, conseil simple. Souvent, ça sonne moins professionnel lorsque vous utilisez des typographies comme Time New Roman. Il y a les linéales, il y a les données et il y a les inserts. Alors, pour continuer, quelques conseils maintenant. C'est ici maintenant avec la plupart des graphistes qu'on ne s'attend pas. Premier conseil, ne jamais étirer une typographie manuellement. Je voulais répéter pour une bonne compréhension de plusieurs.
Ne jamais étirer une typographie manuellement. Donc, pardon, ne fais pas ceci, c'est amateur. Vous voyez comment j'ai étiré. C'est vraiment très amateur. Deuxième conseil, ne jamais utiliser plus de 3 fontes différentes sur les mêmes documents. Donc, Weoule notre il est vraiment, s'il vous plaît, utilisez que 3 fontes. Si, et même le mieux, utilisez une ou deux. Moi, souvent, j'aime bien une, maximum deux souvent. Vous allez voir même dans ce document ici, c'est long, mais je n'ai que 2 fontes. 2 fontes. Alors, vous voyez la phrase que j'ai écrite là en bas, en dessous du deuxième conseil. C'est long, ouais. Est-ce que Binapendeza, t'as vu ça? Pardon, Achad, Biaville. Vous voyez comment est-ce que c'est pas beau parce que c'est plusieurs fontes. Troisième conseil, évitez le fond trop fantaisiste. Sinon, ça va devenir du n'importe quoi. Sinon, ça va devenir du n'importe quoi. Il y a des graphismes comme ça, tu te dis, ça c'est un design ou c'est quoi? Mettez des fonts simples, claires. Que quelqu'un pour lire, il n'a pas besoin de fournir des efforts. Alors, pour une bonne hiérarchisation, utilisez, quatrième conseil, pour une bonne hiérarchisation, utilisez la couleur et les différentes graisses de la fonte. Préférez des fontes qui ont plusieurs graisses. Tu vois, donc ils ont light, ils ont par exemple italic, regular, ils ont par medium, ils ont semi-medium, ils ont bold, ils ont semi-bold, ils ont extra bold, ils ont black, et ainsi de suite. Donc, des fontes comme ça, c'est mieux. Vous voyez par exemple les textes ici, on peut savoir avec les couleurs, les 2 couleurs que j'ai mis, mais aussi avec la taille, on peut savoir différencier. Ah, c'est ça le mot le plus important, qui ça, ainsi de suite. Des dernières choses. Préférez, cinquième conseil, préférez une fonte avec des accents et plusieurs graisses. Ça, j'ai déjà dit avec plusieurs graisses. Mais avec les accents, il y a des fontes qui n'ont pas d'accent. Et vous les utilisez. Comme j'ai écrit là-bas. Naomi Biwa, Biote. Sinon, vous tuez tout. Pour continuer, comment choisir une bonne fonte? Ah, plutôt une bonne typographie, je m'excuse. Une bonne typographie. Première chose, préférez une typographie lisible. OK? Préférez une typographie lisible que vous pouvez lire facilement sans fournir beaucoup d'efforts. OK? Donc, vraiment, préférez une typographie qui est très lisible. Deuxième chose, adapter sa typographie à sa cible. Les thèmes et par rapport à sa cible, par rapport au thème et par rapport au contexte. OK? Par rapport au thème, par rapport au contexte. Par exemple, les enfants n'auront pas une même typographie que les adultes ou quelqu'un de la santé. Par exemple, que le professionnel, par rapport à la nourriture, par rapport aux choses traditionnelles, ainsi de suite. Chaque chose a sa typographie. OK? Merci. Merci de comprendre cela. Alors, je passe à ceci. Avant de parler de où trouver les fontes, les quelques sites que j'ai pu sélectionner pour vous,
des fontes qui sont un peu sympas, qui sont légales. Parce que les fontes, si vous ne prenez pas ceux qui sont légales, on peut vous poursuivre. Si vous faites surtout des documents qui sont très officiels, vous pouvez être, vous pouvez être poursuivi, mais aussi préférer des fontes gratuites. Il y a deux fois, bon, avant, euh, il y avait un temps donné, j'ai payé des fontes parce que je travaillais sur des documents qui étaient très sensibles et j'ai payé des fontes, des licences d'utilisation avant d'utiliser. Donc, c'est important, la mention légale. Ok? C'est vraiment important. La même chose par rapport aux photos, la même chose par rapport aux icônes que vous utilisez. Tout, vous devez vous assurer que vous êtes dans la légalité. Alors, l'autre chose, voyez ici l'icône que j'ai utilisée par rapport pour symboliser les téléchargements. Déjà, utiliser cette icône, c'est bien. OK? Mais la couleur de cette icône n'est pas bien. Je l'ai mis volontairement pour venir vous expliquer par rapport à, à quelque chose que j'ai dit avant, mais sur laquelle je vais revenir encore après par rapport aux couleurs que vous choisissez. Les couleurs que vous choisissez doivent aller ensemble. OK? Il y a ce qu'on appelle les nuanciers. Je n'ai pas parlé de ça. Je vais y revenir après lorsque je serai en train de parler de l'identité visuelle, de la charte graphique. Les nuanciers ou la palette de couleurs, c'est important de respecter cette palette de couleurs. C'est pourquoi j'ai mis ça ici. Vous allez voir dans toute ma présentation, il n'y a pas les bleus, mais ce ici, pour que vous puissiez comprendre que il faut respecter une certaine palette de couleurs ou respecter les nuanciers. OK? Alors, les quelques sites, il y a Google Fonts, Adobe Fonts, Font Skirel, Dafont, celui que la plupart des gens utilisent, dafontfree.net. Il y a 1001 Free Font, Font Space, Abstract Font et ces derniers ici. Alors, pour passer à l'hierarchisation visuelle, espérons que nous allons terminer tout ce que nous avons prévu de dire. Par rapport à l'hierarchisation visuelle, c'est quoi l'objectif de l'hierarchisation visuelle? L'objectif de l'hierarchisation visuelle, d'abord l'hiérarchie, selon l'image que j'ai pu mettre ici. L'hiérarchie, c'est du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Quand on nous disait à l'école primaire, ranger les nombres selon leur croissance, c'est ça l'hiérarchie. Le roi, après le roi, ainsi de suite. C'est ça l'hiérarchie. Mais l'hiérarchie visuelle, a comme objectif de diriger les regards. Qu'est-ce que tu veux que l'on voie en premier? Quel est le schéma que tu veux du genre? Est-ce que tu veux, par exemple, pour une affiche simple de... Attendez, je vous montre par exemple quelque chose. Je vous montre quelque chose, de partager mon écran pour quelques minutes pour mettre cela, n'est-ce pas? Mhm. Attendez. Je vous montre quelque chose. Hmm. Ok. Hmm. Attendez, je m'excuse, ne vous impatientez pas. C'est important de vous les montrer. C'est un design de mon église que j'ai pu faire aujourd'hui. Alors, hier plutôt, hier. Je vais vous les partager ici. Ça ne se montre pas malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Bon, anyway, ça refuse de se montrer. Bon. C'est pas grave.
Sinon, euh, par rapport à cette hiérarchisation, c'est pour diriger les regards. On devrait voir par rapport à une affiche comment ça se présente. Mais ça va être plus. Alors, pour diriger les regards, on peut jouer sur la taille des éléments. Jouer sur la couleur des éléments. Donc, telle couleur est, par exemple, ceci, telle couleur est c'est là, telle couleur est c'est là, telle couleur est c'est là. Et jouer par rapport à la position, telle chose est beaucoup plus centrale, telle chose est beaucoup plus excentrée, telle chose, par exemple, est ceci, ainsi de suite. Alors, il y a quelques principes par rapport à ceci, et souvent, ça définit, la plupart des fois, ça définit un style donné qu'on est en train d'adopter. Vous allez voir, j'ai mis quelques exemples, vous allez voir des gens qui aiment faire des designs où c'est très symétrique, à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est très symétrique, comme celui-ci ici. Donc, euh, son élément ici, attendez, vous voyez son élément ici, je ne sais pas si vous voyez la souris. Son élément ici, celui-ci et celui-ci, ils sont équidistants par rapport au milieu. Ça ici et ça ici, c'est équidistant par rapport au milieu. Et vous allez voir des gens qui ont des designs comme ça, c'est parfaitement symétrique. Il y a d'autres personnes qui vont préférer la symétrie. Donc, la partie au-dessus, la partie au-dessus, la partie en bas, la partie à gauche et à droite, ce n'est pas symétrique. Et ils préfèrent de la symétrie. Alors, il y a d'autres qui vont préférer les plans. Donc, l'affiche, vous allez constater comme si c'est embrayé, comme pas possible. Mais ça, c'est son style. Il faudra embrayer maintenant de façon à ce que ça soit lisible. Donc, c'est plein. Il y a plusieurs éléments et en gros, c'est un. Il y a d'autres personnes qui vont, avec leurs affiches, c'est comme si c'est vide. C'est comme si c'est vide. C'est comme si c'est vide. Il y a juste un petit mot. C'est souvent Spotify qui ont l'habitude de faire ça. Un petit mot. Mais la grande affiche, elle est complètement vide. Il y a aussi d'autres qui sont centrés. Donc, les éléments seulement sont au milieu. Et ailleurs, c'est vide. Il y a d'autres qui sont hors champ. Donc, au milieu, c'est vide. Et tout autour, c'est là où il y a les éléments. Bon, moi, je suis beaucoup plus dans, dans les deuxièmes, donc asymétrie, mais aussi dans les plans. Mais c'est à chacun de nous de choisir quelle hiérarchie est-ce qu'il va prendre. Est-ce que tu seras beaucoup plus en train de centrer les choses ou tu es dans la symétrie, le plan, le vide, décentré ou le hors-champ. Mais savoir maîtriser cela parce que si tu ne sais pas utiliser cela, on verra des choses qui ne sont pas correctes dans ton design. Donc, c'est important. Pour continuer, nous allons parler un peu de l'identité visuelle. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on ira vite. L'identité visuelle. Et nous serons presque à la fin. Nous serons presque à la fin parce que Ethan aussi est en train de... je m'excuse. L'identité visuelle. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'identité visuelle. Et établissant les bases, je ne pouvais pas tout dire, par exemple, ici. Et un peu de temps comme ça, peut-être s'il y aura une autre séance pour parler que de l'identité visuelle et de la charte graphique. Exposer cela en détail. Alors, sinon, l'identité visuelle est la représentation graphique
de l'identité d'une entité. Donc, c'est la représentation graphique de l'identité d'une entité, d'une personne, d'une entreprise, d'un projet, d'un objet, d'un commerce, etc. Au travers de son identité visuelle, c'est là, donc cette identité, au travers de son identité visuelle, exprime ses valeurs. Donc, cette marque va exprimer ses valeurs, son activité, ses ambiances et tout. OK? Alors, l'identité visuelle va représenter, comme je viens de dire, la représentation graphique. Vous allez voir comment on dit? Je vous donne juste des exemples simples pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, ici, localement, nous avons Airtel, Vodacom. Ils ont les mêmes couleurs. OK? Airtel et Vodacom, ils ont les mêmes couleurs. Mais l'identité visuelle de Vodacom est différente de Airtel. Si tu vois l'affiche de Airtel, tu sais ça c'est Airtel. Si tu vois l'affiche de Vodacom, tu sais ça c'est Vodacom. Ça représente des entités différentes. OK? Des entités différentes et vous pouvez lire directement les valeurs d'Airtel, les activités d'Airtel, les ambitions d'Airtel. Ils vont beaucoup plus prôner peut-être la connectivité rapide. Peut-être les autres vont prôner peut-être le méga qui sont moins chers, ainsi de suite. Alors, par rapport à la charte graphique, la charte graphique est un tel document de travail qui contient l'ensemble des règles d'utilisation d'une identité visuelle. Donc, la charte graphique, c'est un document d'une entreprise. C'est parmi les documents administratifs d'une entreprise. OK? Alors, celle-ci, elle va nous définir comment est-ce que vous allez utiliser les logotypes. Comment est-ce que vous allez l'utiliser? Comment est-ce qu'il sera, par exemple, symbolisé? Comment est-ce que si vous voulez faire un shot du logo, comment est-ce que ça sera fait? Ainsi de suite. Par exemple, il y aura aussi les nuanciers, c'est ce que j'étais en train de parler, la palette de couleurs. Quelles sont les couleurs que notre entreprise utilise? Par exemple, prenons toujours, prenons même ici notre salon de graphisme de Ranlac. On utilise deux couleurs. Le rouge ici, je ne sais pas si c'est quel rouge ici. Le rouge ici, le blanc, les gris. Et vous allez voir, et l'affiche que nous avons reçue, et ma présentation, et les autres affiches là du salon de graphisme de la fois passée. Tous, nous sommes en train de suivre là. OK? La palette de couleurs. Il y a la typographie. Donc, la typographie, c'est les textes comme on était en train de les parler il y a un moment. Il y a aussi l'illustration graphique, les illustrations, la photographie, comment est-ce que vous l'illustrez sur telle ou telle autre chose. La grille des mises en page, comment est-ce que vous allez faire les mises en page, les applications possibles sur un téléphone, sur les sites web, sur des imprimés, ainsi de suite. Mais parlons un peu du logotype. OK? Parlons un peu du logotype. Parce qu'on a déjà parlé de la couleur, de la palette de couleurs. Mais les logotypes, on n'a pas encore parlé. Les logotypes, c'est juste, disons, les logos. OK? Pour réaliser un joli logo, il faut toujours commencer par noter quel message tu veux véhiculer. OK? Une activité pro, des valeurs, une atmosphère, ainsi de suite. Souvent, moi, personnellement, j'ai comment on appelle? J'ai un formulaire que je soumets à mes clients. Lorsqu'on me demande un logo, je leur soumets un formulaire qui contient plusieurs questions. C'est quoi votre activité? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi votre slogan? C'est quoi votre atmosphère? C'est quoi votre ambiance?
pour comprendre un peu l'entreprise. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre vision à la longue? Pour comprendre. Et les logos doivent véhiculer tout cela. Il y a aussi, suivant ces différentes réponses, les couleurs vont suivre. La typographie vont. Par exemple, si par exemple, c'est quelqu'un qui est dans du luxe, on sait que du luxe, c'est plus le noir. Comme on a dit, c'est plus le noir. C'est quelqu'un qui est dans des conférences d'amour. Le logo va sur peut-être du rose, peut-être du rouge. Quelqu'un qui est dans les skincare, des beauty, des trucs de beauté, peut-être du rose pour l'élégance et tout. OK? Il y a par exemple la typographie. Elle aussi, elle va suivre, selon si ce sont les enfants, si ce sont les professionnels, ainsi de suite. OK? Il y a par exemple les signes les signes selon les seront aussi différentes. Quel symbole tu vas utiliser ici? Quel signe tu vas utiliser là-bas, ainsi de suite. Mais tout en notant, les logos doivent être très simples et reconnaissables. Dès qu'on voit ton logo, si. OK? On a déjà vu ceci. Alors, les logotypes, avant de finir, c'est là que je vais finir parce que le temps aussi passe pour nous permettre de poser les questions. Les logotypes, j'ai mis ici deux logos ici au début. Désolé. Il y a le logo Urban Sugar Mobile Café. OK? Il y a aussi les Fast Fest, les Food Fest. OK? Les deux ici, les deux logos ici sont trop complexes. Il y a trop de textes. Il y a trop de couleurs. Il y a trop d'éléments. Les logos de préférence qui soient simples. Je nous conseille, chers graphistes, soyez simple. Dans dans la façon dont vous êtes en train de concevoir votre logo. Alors, il y a sept types de logos. Et vous devez concevoir votre logo de façon à ce que, bon, ça soit dans les règles. Par exemple, il y a malheureusement, vous allez me permettre d'écrire en anglais, mais ce sont des pictogrammes, ok? Des images, des symboles représentant une marque. J'ai donné des exemples, par exemple, Apple, Lacoste et ces deux autres. C'est que des symboles, mais c'est reconnaissable. On sait ça, c'est Apple. Ça, c'est Lacoste. On sait voir. L'autre ici, les pendants, c'est WWF, je pense. Donc, c'est reconnaissable. OK? Vous pouvez utiliser aussi des lettres, des initiales formant une identité de la marque. OK? Par exemple, McDonald's, du début là-bas, c'est juste les M du début de McDonald's. OK? Vous pouvez aussi utiliser le nom de la marque, mais vous écrivez avec une certaine typographie donnée. Par exemple, Disney, Dell, Coca-Cola. Il y a plusieurs comme ça. Coca-Cola, Samsung, Google. OK? La plupart, c'est ça, mais vous écrivez avec euh, une typographie spécifique. Alors, on a une certaine combinaison. On a aussi des logos qui sont des combinaisons, une association de textes et des symboles, comme Amazon et la flèche. Pour ceux qui ne savaient pas, pour l'anecdote, Amazon, la flèche va de A jusqu'à Z. OK? C'est-à-dire qu'il s'occupe de... Bon, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, la vente en ligne et tout, ils s'occupent de cela de A à Z. C'est pour aussi ça la flèche.
pour ceux qui ne savaient pas. Il y a Puma, il y a Nike, l'ancien Nike, les logos anciens Nike, mélangés, leur signe et le nom Nike, Levi's, ainsi de suite. Alors, on a les emblèmes, les textes intégrés à l'intérieur d'un symbole. Alors, les WB, pour les séries, on connaît. Mais la plupart aussi comment on dit, de clubs de football. On sent. Vraiment, la plupart la plupart de clubs comment on dit, de clubs de football, on sait là. Il y a par exemple Porsche, mais également on peut parler par exemple de Barcelone. Je suis barcelonais, bien sûr, il faut parler de nous. Il y a FCB dans le logo, je pense. Oui, j'ai oublié le logo de Barcelone, on va vérifier. Mais bon, ainsi de suite. Donc, on intègre les symboles à l'intérieur. OK? Continuons. Continuons. Il y a ceux qui sont abstraits. Ceux qui sont abstraits. Donc, des formes géométriques qui sont abstraites. Par exemple, Toyota, Mastercard. Ce sont que des symboles. OK? Ce sont que des symboles. Et plutôt des abstraits, des formes géométriques. Mais on leur fait porter un sens donné. OK? On leur fait porter un sens donné. Je voulais donner une anecdote par rapport à Toyota, mais je vous réserve ça par rapport à un autre jour. OK? Mais par rapport à Mastercard, j'ai entendu parler que le jaune et le rouge, c'était de pièces de monnaie qu'on a représentées, deux pièces de monnaie. Bon, et on va vérifier l'information si c'est vraiment des pièces de monnaie. Autre chose, c'est les mascottes. Donc, les mascottes, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, je pense. Les mascottes, attendez. OK, merci. Les mascottes, c'est par exemple des personnages qui représentant, désolé. Ça va me compliquer à la fin. Donc, les mascottes, ce sont des personnages représentant la marque. Par exemple, quoi par exemple? KFC, prenons KFC. Il y a souvent dans les publicités, vous allez voir le vieux ici, qui est dans les publicités de KFC. Il va représenter aussi la marque qui est dans le logo. Il y a aussi le logo de il y a Monsieur Propre. Aussi, il est dans le logo. Il y a Michelin, ainsi de suite. Sinon, en disant cela, je vous remercie. Je vous dis 22 merci à vous. Pourquoi 22? 22, c'est parce que j'ai 22 slides et vous avez pu suivre avec beaucoup d'attention. Je vous remercie. Je suis encore Chirac Siaikamba de Designer. Merci.